Dans la vidéo que vous allez voir, je vais passer avec vous en revue les différentes étapes de ce qu'on appelle la démarche scientifique. En effet, si vous entreprenez des études en sciences, que ce soit en physique, en chimie, en mathématiques ou en d'autres disciplines, moi ce qui m'intéresse surtout c'est en biologie, vous allez pendant 5 années, jusqu'à la fin de votre master, apprendre cette démarche scientifique. Finalement, si on ne doit retenir qu'un mot-clé, qu'un objectif d'un cursus en sciences, c'est justement d'apprendre cette démarche scientifique qui est vraiment caractéristique et qui a depuis plusieurs centaines d'années permis à l'humanité d'effectuer de grands bonds en avant, que ce soit au niveau technique ou que ce soit au niveau simplement des connaissances fondamentales du monde qui nous entoure. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer la complexité de cette démarche, puisque nous ne pouvons pas atteindre cette démarche juste en lisant quelques articles, quelques livres et en réfléchissant. Il faut évidemment être guidé dans cette démarche depuis la première étape jusqu'à la dernière étape, et cela nécessite donc de longues années d'études et beaucoup de recherche personnelle. Donc dans ces temps où on voit, suite à la pandémie de coronavirus, beaucoup de personnes s'improviser scientifiques, cette vidéo a pour but également de remettre un petit peu l'église au milieu du village, si je puis dire, afin de relativiser un petit peu et que chacun puisse relativiser ses connaissances ou son avis à la lumière de cette démarche scientifique qui ne peut être maîtrisée qu'après de longues années d'études. Le premier encadré ici reprend la toute première partie de toute démarche scientifique, c'est-à-dire qu'il faut être au courant de ce que la littérature scientifique nous enseigne et donc ce que les autres équipes de recherche de par le monde ont déjà trouvé, ont déjà rapporté, ce qui a déjà été vérifié par les pairs, comme on dit, donc par des reviewers avant de publier. En fait, le but de cette première partie, c'est de faire une revue complète de la littérature scientifique sur le sujet qui nous intéresse. Qui nous intéresse. Alors, lorsque l'on fait ça, on passe en revue évidemment les différents journaux spécialisés, plus ou moins spécialisés évidemment, qui ont publié des résultats, des données, des jeux de données sur le sujet qui vous intéresse et qui sont arrivés à certaines conclusions. Ainsi, lorsque vous faites cette revue de la littérature, vous pouvez rédiger ce qu'on appelle l'état de l'art de votre sujet, c'est-à-dire que vous êtes de plus en plus au courant, vous connaissez de mieux en mieux votre sujet et ce qui a déjà été trouvé. Donc, si vous ne faites pas ça convenablement, évidemment, il y a plusieurs risques. Le plus gros, c'est de refaire quelque chose qui est déjà connu, qui a déjà été publié, ce qui ne sert pas à grand-chose, sauf si on le fait exprès parce que l'on veut vérifier des publications qui ont déjà eu lieu. Donc, cet état de l'art doit être fait, ça prend beaucoup de temps, ça nécessite de bien pouvoir lire et comprendre les articles scientifiques, de bien pouvoir tirer l'information qui est importante, qui est pertinente pour votre sujet. Et cela nécessite beaucoup déjà de connaissances, en plus de pouvoir lire évidemment l'anglais. Alors sur base de cet état de l'art, vous allez développer une ou plusieurs questions scientifiques qui sont les interrogations que vous vous posez. Mais je dis bien sur base de la littérature déjà existante. Vous pouvez vous poser des questions tout à fait nouvelles, mais qui n'ont absolument aucune base scientifique. Donc c'est pour ça que je préconise de vous poser des questions qui sont à la fois pertinentes et à la fois originales. Lorsque je dis pertinente, c'est-à-dire qu'elles reposent sur un fondement scientifique déjà existant. Donc, il ne s'agit pas d'inventer quelque chose de complètement farfelu, qui serait peut-être original, mais qui n'aurait absolument aucune base scientifique. Donc, je ne sais pas si vous voulez étudier, vous avez une hypothèse comme quoi les Martiens descendent directement des chimpanzés, par exemple. C'est peut-être tout à fait original parce que personne ne l'a fait, mais c'est complètement farfelu. Ça n'a aucune pertinence scientifique. Il n'y a rien qui repose, qui peut étayer votre questionnement, vos hypothèses ici. Donc ce n'est pas une question pertinente, même si elle est originale. A contrario, l'originalité,
peut exister ou pas, quelle que soit la pertinence de vos questions. Donc vous pouvez avoir une question tout à fait originale, comme je viens de le dire, mais qui n'est pas pertinente, ou vous pouvez avoir une question tout à fait pertinente, mais qui n'est pas originale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien qu'une question pertinente, c'est qu'elle se base de manière tout à fait correcte et poussée sur la littérature scientifique, mais elle n'est pas originale parce qu'elle a été déjà faite et refaite plusieurs fois et donc vous n'avez absolument pas d'originalité. Bon, là c'est le cas le plus évident, mais on peut être un petit peu borderline dans le sens où ce que vous proposez en tant que tel n'a peut-être jamais été fait, donc c'est original en tant que soi, mais en fait des choses très proches ont été faites et ont été vérifiées. Donc vous faites par exemple, si vous faites une xème étude exactement la même, mais sur une nouvelle espèce animale, mais ça n'apporte rien du tout. En fait, il y a 1,8 million d'espèces vivantes décrites. On ne va pas refaire toutes les études sur toutes les espèces, évidemment. Donc même si c'est étayé par la littérature scientifique, s'il y a des choses très proches qui ont déjà été faites, vous n'apportez aucune originalité, donc votre travail sera de moindre importance et aura beaucoup de chances de ne pas être sélectionné pour un financement, par exemple. Voilà, il y a d'autres critères évidemment, mais pour moi, ce sont les deux principaux à tenir compte pour élaborer, sur base donc de l'état de l'art et de la littérature scientifique, votre ou vos questions scientifiques qui permettent de rédiger ce qu'on appelle l'objectif général de votre étude, de votre démarche, objectif général qui reprend ou qui peut être formulé sous forme d'hypothèse générale. Donc, d'hypothèse de travail tout à fait générale. L'objectif général, c'est vraiment un objectif relativement large, donc qui s'inscrit dans une problématique relativement large et pas vraiment ultra pointue. Alors, par contre, de cet objectif général vont découler des objectifs spécifiques ou des hypothèses spécifiques si vous les formulez vos objectifs sous forme d'hypothèses. Les objectifs spécifiques, en fait, donc il y en a plusieurs, généralement dans une étude il y en a plusieurs, ce sont les différents sous-objectifs, si vous voulez, que vous devez remplir pour remplir votre objectif général, pour arriver à ce que votre objectif général soit un succès et que vous puissiez répondre à votre question générale. Donc les objectifs spécifiques, il peut y en avoir beaucoup d'autres pour répondre à votre objectif général. Vous en choisissez certains que vous détaillez qui sont des objectifs plus pointus que votre objectif général, donc qui sont beaucoup moins larges. C'est par exemple sur mon espèce un tel, je vais étudier les effets d'un polluant sur le système reproducteur, par exemple, et l'objectif général, ce sera de connaître, d'évaluer de manière générale les effets de polluants sur les organismes. J'invente, mais c'est tout à fait pour vous montrer la gradation qu'il y a entre les deux. Alors, une fois que vous avez bien distingué cet objectif général et ces objectifs spécifiques, vous les rédigez. Donc ça, c'est la partie objectif de votre rédaction. Et ensemble, les objectifs et l'état de l'art forment ce qu'on appelle l'introduction. Donc l'introduction d'un travail scientifique, que ce soit un mémoire, une thèse, un article ou d'autres manuscrits, normalement font apparaître ces deux catégories, donc l'état de l'art de la littérature et les objectifs qui en découlent. Je dis bien qui en découlent, c'est-à-dire que l'introduction en tant que telle a pour objectif à la fois de donner un aperçu, mais le plus précis possible et le plus exhaustif possible sur les travaux qui ont déjà été faits dans cette problématique, mais également petit à petit de découler sur les objectifs. Donc l'introduction doit être écrite de telle manière à ce que les objectifs découlent de manière logique de cette introduction et que ces objectifs soient bien justifiés sur base de l'état de l'art. Donc l'introduction, ce n'est pas seulement une revue de la littérature, mais c'est aussi un moyen d'amener les objectifs et le lecteur qui lit votre introduction doit comprendre pourquoi vous vous posez ces questions et doit se dire « Ah oui, ça c'est une bonne idée, c'est pertinent et ah oui, c'est tout à fait original ». C'est un exercice qui est quand même
relativement complexe et qui prend beaucoup de temps à apprendre, puisqu'on commence normalement déjà en première année de bachelier avec des petits travaux scientifiques qui ont cette structure. Et puis ensuite, dès la deuxième année, on va faire des travaux avec une revue scientifique et une introduction qui sont beaucoup plus complètes. Et puis finalement, on arrive dans des niveaux de rédaction scientifique de plus en plus complets. Donc ceci, c'est la première partie de la démarche scientifique qui est absolument primordiale, qui est la base pour pouvoir aboutir à la deuxième partie. C'est une partie ici qui peut s'arrêter lorsque on fait par exemple une review, ce qu'on appelle une review, donc une revue de la littérature scientifique sur un sujet particulier, où là on s'arrête aux données bibliographiques. Mais cette introduction va pouvoir, dans la plupart des cas, introduire ou précéder, elle précède toujours, la deuxième partie, le gros bloc ici, qui est en fait le bloc qui va prendre le plus de temps. Je ne vais pas dire le bloc le plus important, parce qu'ils sont tous d'égale importance, mais c'est le bloc qui prend le plus de temps. C'est-à-dire que c'est le bloc qui va nous permettre de travailler, d'abord de définir, et puis de travailler sur un jeu de données. Donc je dis bien un jeu de données, c'est-à-dire que maintenant, une fois que vous avez défini vos objectifs et qu'ils sont bien justifiés, vous allez réfléchir en vous posant la question de quel type de données et en quelle qualité et en quelle quantité ai-je besoin de ces données pour répondre à mes objectifs spécifiques et à mon objectif général. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin comme données pour répondre à cela? Donc ça, c'est la définition du jeu de données nécessaire. À partir de là, une fois que vous savez quel type de données vous avez besoin, vous allez vous poser la question, est-ce que ces données existent déjà ou est-ce que j'ai besoin de générer de nouvelles données? Si les données existent déjà, c'est en fait parfois le cas, que vous allez retravailler un jeu de données existant, mais en les analysant différemment de ce qui a déjà été fait. Donc vous allez retraiter les données. Par exemple, ce sont des données qui existent dans des bases de données publiques, dont vous avez librement accès. Par exemple, les données ici sur le coronavirus sont en libre accès sur pas mal de bases de données publiques. Les chercheurs peuvent les télécharger. Par exemple, les données de génome ont été disponibles très rapidement par des équipes chinoises en début 2020, début de la crise. Donc tout le monde peut les télécharger et travailler sur ces données existantes. Vous n'avez pas besoin de reséquencer le génome et de refaire le travail de génération de données. Ça peut être des anciennes données de votre laboratoire, donc soit qui n'ont jamais été publiées, soit qui ont été publiées, mais vous allez vous poser de nouvelles questions et vous allez les traiter différemment. Donc il ne s'agit pas de plagiat ici, pas du tout, puisque vous allez apporter une nouveauté, une originalité sur un jeu de données existant. Évidemment, il faut le renseigner comme étant existant. Il ne faut pas dire que vous avez généré ce jeu de données-là, mais vous utilisez des données existantes et vous allez traiter ces données à partir du moment où vous expliquez d'où proviennent ces données et que vous référencez convenablement, il n'y a aucun problème à cela. Évidemment, si les données sont publiques, si vous piquez les données privées à quelqu'un, là, il y a un gros problème, évidemment. Mais on suppose que les données sont en libre accès. Alors, si maintenant ces jeux de données n'existent pas, bien, il va falloir les créer. Donc, c'est la génération de nouvelles données. Et ça, la génération de nouvelles données, c'est ce qui prend en fait le plus de temps dans une étude scientifique. C'est ce qu'on appelle, ce sont les données qui sont générées soit par des expériences en laboratoire, soit par des analyses de terrain ou des prélèvements de terrain, par exemple en écologie où on fait beaucoup de terrain, où on va directement générer des jeux de données sur base des analyses de terrain. Au final, le résultat est le même. Le résultat, c'est qu'on a un jeu de données que l'on a dans nos logiciels, dans Excel ou dans n'importe quel autre logiciel qui va gérer des jeux de données. Et vous allez devoir, sur base de ces nouveaux jeux de données, faire des analyses et en retirer quelque chose. Alors, ici, je suis toujours dans la définition des jeux de données et voir si ça existe ou pas. Donc, dans ce cas-ci, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire si elles n'existent pas? Eh bien, c'est réfléchir à comment les obtenir, soit par des expériences en laboratoire, soit par des expériences
de terrain ou encore d'autres. J'ai mis les deux plus courantes, mais il peut y avoir d'autres manières encore d'obtenir les jeux de données. Par exemple, si vous faites un travail en didactique, vous pouvez interroger une population, par exemple. Enfin bon, il y a d'autres moyens, mais ici, ce sont les deux plus courants en biologie, en tout cas. Alors, pour cela, une fois que vous avez défini ce dont vous avez besoin, vous allez définir comment obtenir ces données. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire en laboratoire ou sur le terrain pour acquérir ce jeu de données et pour que ce jeu de données remplisse bien mes objectifs, donc réponde à ma ou mes questions définies dans la partie introductive de mon travail. Et pour ça, vous allez faire ce qu'on appelle un design expérimental. Donc, vous allez pouvoir réfléchir sur le type d'expérience que vous allez mener pour générer ces données. Ce design expérimental, c'est une partie extrêmement importante de la démarche scientifique, que ce soit en laboratoire ou sur le terrain, c'est la même chose. Et cela nécessite énormément d'attention. Si votre design expérimental est mal fait, notamment par rapport aux jeux statistiques, aux traitements statistiques qui vont en découler, eh bien, autant ne rien faire, parce que votre jeu de données, vous ne pourrez jamais rien en faire, vous ne pourrez jamais rien conclure à partir de celui-ci. Donc, il faut que le design expérimental soit réfléchi en profondeur, donc réfléchir sur quelle espèce je vais travailler, comment vais-je faire pour les capturer sur le terrain, par exemple, ou bien quelle technique vais-je employer pour mesurer tel paramètre, par exemple biochimique ou enzymatique ou immunologique ou comportemental ou tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, quel test comportemental vais-je faire pour mesurer l'agressivité de, je sais pas, de mes drosophiles, par exemple. Tout ça peut être extrêmement complexe et ça nécessite évidemment une connaissance poussée des technologies disponibles, puisque vous allez, si vous travaillez par exemple sur l'expression d'un gène, bien vous allez devoir choisir quelle technique est la mieux adaptée pour étudier ce niveau d'expression du gène que je propose dans l'espèce que je propose. Donc tout ça est extrêmement complexe, prend beaucoup de temps et beaucoup de réflexion. Et surtout, ce design expérimental nécessite aussi un traitement des données a priori, c'est-à-dire les statistiques a priori, c'est-à-dire les statistiques qui permettent de définir avant de réaliser l'expérience tous les paramètres quantitatifs qui seront optimaux afin que mon expérience aboutisse à des conclusions robustes. Je m'explique. En fonction de votre design expérimental, des techniques utilisées, de la variabilité, par exemple, que vous connaissez au niveau de vos techniques, vous allez définir ce qu'on appelle la puissance ou l'effect size ou le nombre de réplicas nécessaires pour pouvoir arriver à ces conclusions. Et ça, c'est un travail de statistique a priori. Il y a des méthodes qui permettent de calculer le nombre de réplicas nécessaires pour que votre puissance soit suffisante, donc pour que vous puissiez avoir en fait des conclusions robustes. Et alors enfin, eh bien, vous devez passer du temps pour décrire vos techniques, vos méthodologies, faire les protocoles, faire vérifier les protocoles, c'est une étape importante. C'est toujours extrêmement important de travailler en équipe et d'avoir un œil extérieur, si possible plus expérimenté, pour valider vos protocoles. Et alors, il y a des contraintes autres de temps et de coût, évidemment. La recherche, ça peut coûter très cher, notamment si on fait de la biologie moléculaire. Et donc, il y a des limitations en termes de coût. On ne peut pas séquencer 350 génomes à haut débit rien que pour avoir quelques données en plus. Donc, il faut bien réfléchir et faire une analyse coût-bénéfice. Quelle est la meilleure, ou plutôt quelle est la technique et la méthodologie optimale par rapport aux questions que je me pose. Ce n'est pas toujours la meilleure technique, ce n'est pas toujours la plus chère, ce n'est pas toujours la plus en vue ou la plus à la mode,
Ça peut être une technique ancienne, mais qui répond parfaitement à vos objectifs. Donc là, ça nécessite beaucoup de temps pour bien connaître les différentes techniques et méthodologies, et il n'y a rien à faire, ça prend des années. Et la contrainte de temps est importante aussi, évidemment. Vous pouvez faire toutes les études du monde. Si vous avez 20 ans devant vous, vous avez tout le temps. Mais généralement, et ceux les bailleurs de fonds, ceux qui financent vos recherches, généralement, ils n'attendent pas 20 ans avant d'avoir un retour sur investissement. Donc là, la contrainte de temps est extrêmement importante parce que vous devez, il n'y a rien à faire, vous avez entre guillemets des clients, comme pour parler dans un langage commercial, vos clients sont ceux qui payent pour que vous fassiez une certaine étude. Donc lorsqu'on est étudiant, évidemment, on n'est pas payé, mais c'est un petit peu la même chose. Si vous êtes payé par le diplôme que vous allez recevoir, vous avez quand même quelque chose en échange. Mais dans la vraie vie, dans la vie professionnelle après, vous recevez de l'argent, évidemment. Enfin, votre laboratoire reçoit de l'argent pour pouvoir travailler. Sans argent, on ne sait pas travailler. Comme je le dis, la recherche coûte cher. Donc la contrainte de temps est évidemment aussi extrêmement importante à déterminer est-ce que c'est possible ou pas. Alors, une fois que vous avez déjà passé tous ces écueils, que vous avez bien réfléchi à votre design, bien fait les statistiques a priori, bien réfléchi en termes de coût, de temps et bien élaboré vos protocoles, eh bien l'étape suivante, qui ne fait qu'une ligne ici, mais qui est peut-être parfois la plus longue, c'est l'acquisition des données, donc, ou la création de notre jeu de données. Donc c'est le travail en laboratoire, c'est les expériences que vous faites en réplica, en dizaines de réplicas parfois. Ce sont les longues journées, parfois nuits et parfois week-ends que vous passez à acquérir les données qui doivent se faire évidemment avec le plus grand soin. Donc c'est typiquement le travail de laboratoire où vous êtes souvent aidé par les techniciens ou les techniciens. Cette partie-ci, c'est vraiment là qu'ils sont spécialistes. Ils sont moins spécialistes dans les questions en amont et moins dans le traitement des données en aval, mais ils sont spécialistes dans les techniques et dans les protocoles. Ils peuvent évidemment aider le scientifique. Alors l'acquisition des données étant faite, donc ça peut prendre plusieurs jours, semaines, mois, voire années, eh bien, il faut les traiter, ces données. Le traitement des données, en fonction du jeu de données que vous avez, peut prendre également énormément de temps. Et il est d'ailleurs de plus en plus extrêmement complexe. Pourquoi de plus en plus? Eh bien, pour deux raisons. D'abord, c'est qu'on travaille maintenant de plus en plus avec des jeux de données énormes. Donc, il y a des techniques qui nous permettent d'acquérir ce qu'on appelle du big data, donc des centaines, des milliers, voire des millions de données qu'il faut traiter et ça prend du temps. Du temps, premièrement, parce qu'il faut savoir comment les traiter et donc il faut continuellement se former tous les jours, quel que soit notre niveau professionnel. Et puis, il faut faire l'analyse, il faut traiter les résultats avec les statistiques adéquates, avec les modèles adéquats, avec les scripts adéquats. Donc, tout ça, c'est une étape extrêmement, extrêmement compliquée. Et souvent, je ne le cache pas, c'est une étape que les étudiants et beaucoup de chercheurs n'aiment pas. Et c'est une étape généralement qui est un petit peu le point faible dans une démarche scientifique. Mais néanmoins, une fois que c'est fait, on n'a pas le choix, il faut le faire. Une fois qu'on a traité les données, eh bien, on va passer à la dernière partie de la réalisation, je dirais, de notre travail scientifique, qui est la rédaction des résultats. Alors, j'ai oublié de le dire avant, tout le bloc ici, le deuxième bloc, va faire partie de ce qu'on appelle matériel et méthode dans un document scientifique. Et tout doit s'y retrouver, en tout cas, pas forcément tous les détails. J'ai pipeté 2 microlitres à 9 h du matin tel jour, bien sûr, mais toutes les informations nécessaires pour que quelqu'un d'autre puisse refaire votre expérience indépendamment de vous. Donc il faut, si vous ne décrivez pas tout en détail, parce que ça a déjà été décrit, il faut renvoyer à la référence qui décrit la méthodologie de base. Donc ça, c'est le principe général, il faut que quelqu'un d'autre puisse refaire les expériences comme les analyses également statistiques par après. Mais donc, l'étape ultérieure, c'est de rédiger les résultats. Donc, une fois que vous avez vos données et que vous les avez traitées, il faut les remettre sous forme écrite, donc sous forme de figures, de tableaux et de textes pour décrire ces figures et tableaux, et donc arriver
à un chapitre de votre thèse ou de votre article qui présente les résultats que vous avez obtenus et qui les présente de manière objective et si possible sans interprétation à ce niveau-là pour ne pas biaiser l'interprétation qu'en ferait un lecteur. Alors, j'ai rajouté ce terme parce que c'est extrêmement important aussi, c'est le terme reproductibilité. Parce que de plus en plus, aujourd'hui, dans la démarche scientifique, on demande à ce que les études soient reproductibles à défaut d'être répliquées. Alors, quelle est la nuance entre réplication et reproduction, ou plutôt réplicabilité et reproductibilité? C'est réplicabilité, on va générer un nouveau jeu de données qui est le réplicat d'un jeu de données déjà créé. Donc, par exemple, un labo tout à fait indépendant va refaire exactement la même expérience, mais dans d'autres circonstances, donc dans un autre labo, avec d'autres expérimentateurs, peut-être avec d'autres réactifs chimiques, donc pour voir si votre étude est réplicable et si donc si vos conclusions sont robustes. Alors ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et en plus, il y a un risque de ne pas pouvoir publier ces nouvelles, ce nouveau réplica, puisque ça va manquer d'originalité, comme je l'ai dit au début de l'exposé. Par contre, on peut alors, et c'est demandé de plus en plus, faire vérifier ce qu'on appelle la reproductibilité. Dans ce cas, on ne va pas partir d'un nouveau jeu de données originel, mais on va partir du jeu de données utilisé par ceux qui ont rédigé l'étude, et on va pouvoir refaire l'analyse des résultats sur base des données brutes. Donc, ce qui veut dire que nous, lorsque l'on fait notre étude ici, on doit mettre à disposition du lecteur ou des reviewers les données brutes afin que celui-ci puisse les réanalyser. Et en effet, on s'est rendu compte, il y a beaucoup d'exemples dans les publications scientifiques qui ont montré qu'il y avait des erreurs dans le traitement des données. Et en donnant libre accès aux données brutes, cela permet de voir les erreurs. Et cela permet à quelconque autre scientifique de refaire les analyses, de réutiliser le workflow statistique que vous avez utilisé. Par exemple, si vous fournissez les scripts de R pour réaliser cette analyse, et cela permet de vérifier la reproductibilité. Donc, évidemment, si votre jeu de données a été mal acquis, s'il y a eu des erreurs expérimentales, cela ne permet pas de les voir, mais cela permet quand même de limiter le risque, et même de manière très importante, d'avoir des erreurs de traitement de données, qui sont, je le répète, souvent c'est le point faible de beaucoup d'études. Donc, il faut permettre une reproductibilité, c'est de plus en plus demandé. Alors, une fois que vous avez donc mis à disposition vos données brutes, que vous avez rédigé les résultats, maintenant, je dirais, c'est la partie la plus spécifique du chercheur, du scientifique qui intervient, c'est interpréter les résultats. Ce n'est pas tout d'avoir des résultats traités statistiquement, il faut encore faire du sens, comme les anglo-saxons disent, you make sense. Donc, vous faites du sens avec les résultats obtenus. Et là, c'est toute l'interprétation du scientifique qui est en fait la partie la plus, je dirais la plus créative, peut-être avec la définition des objectifs. Mais c'est une partie qui s'apparente le plus à un art, en fait, puisque vous allez pouvoir retirer, cela va vraiment dépendre de la capacité du scientifique à retirer l'important et à voir des choses importantes sur base de l'analyse des résultats. Au meilleur est le scientifique, au meilleur sera l'interprétation des résultats. Donc, lorsque vous faites un travail scientifique, vous rédigez une thèse ou un mémoire, c'est vraiment au niveau de l'interprétation des résultats qu'on peut réellement évaluer votre niveau scientifique. Il faut que tout le reste soit bon, bien sûr. Mais ici, c'est un facteur limitant où on va parfois se dire « Ah, celui-là, il a bien fait son boulot, mais il manque quelque chose. » Ou se dire, par contre, celui-là, il sort du lot. Il est outstanding parce qu'il a fait une très bonne interprétation. Et l'interprétation du résultat va pouvoir apparaître dans ce qu'on appelle la discussion. Et dans la discussion, vous interprétez vos résultats toujours en perspective avec la littérature scientifique existante. Donc, vous comparez vos résultats avec d'autres résultats, ou bien vous faites des liens avec d'autres résultats. Vous pouvez être en opposition avec d'autres études. Et donc, vous élaborez une discussion
qui va vous permettre de rejoindre un petit peu les deux bouts, c'est-à-dire quel résultat avez-vous obtenu et quelle est son interprétation par rapport aux objectifs que vous vous étiez posés. Donc vous bouclez un petit peu la boucle. Donc cette partie d'interprétation va se trouver dans le chapitre qui s'appelle discussion dans votre travail scientifique. Alors, dernières étapes de la démarche scientifique, en tout cas écrite, c'est de rédiger ensuite des perspectives. Premièrement, de réfléchir à des perspectives et puis de rédiger des perspectives. Donc, il faut que votre travail, pour bien faire, il ne faut pas que ça s'arrête là. Si votre travail n'aboutit à rien, en tout cas n'a ouvert aucune porte, c'est un petit peu comment, un dead end, comment est-ce qu'on dit, une rue, un cul-de-sac. Un cul-de-sac, pardon, voilà. Donc il faut que votre étude débouche logiquement et que vous arriviez à convaincre le lecteur que ça débouche logiquement sur d'autres études et que ça ouvre de nouvelles perspectives. Les études qui ont le plus d'impact sont celles qui ouvrent le plus de perspectives, parce qu'après vous avez des centaines ou des milliers de chercheurs qui vont s'engouffrer dans ces perspectives et qui vont citer votre étude à la base. Donc les perspectives sont également extrêmement importantes, elles peuvent faire partie de la discussion ou être un chapitre séparé. Et enfin, en dernier, vous devez rédiger une conclusion. Donc la conclusion, attention là je souligne bien, ce n'est pas un résumé de votre travail. La conclusion, c'est faire ressortir l'important, ce qui est vraiment important dans votre travail, et de le lier à votre question générale. Je dis bien ici la question générale, donc vous reprenez de la hauteur et vous vous dites, voilà, mon objectif général, c'était de travailler, d'évaluer l'impact des polluants sur le système reproducteur des organismes. Eh bien, en quoi est-ce que mon étude répond à cet objectif? En quoi est-ce que j'ai amené de nouvelles connaissances pour connaître l'évaluation de polluants, pour évaluer les effets de polluants sur le système reproducteur des organismes. Donc vous devez reprendre de la hauteur à ce niveau-ci, au niveau de la conclusion, et surtout pas refaire un résumé, c'est-à-dire prendre point par point, on a vu ceci, on a fait ça, on a vu ceci, on a fait ça. Ça, c'est très dommage, c'est une mauvaise conclusion, ça, même si elle est correcte. Alors, ça, donc une fois que vous avez fini ça, eh bien, vous avez toute votre rédaction scientifique qui est terminée. Évidemment, il faut rajouter la liste bibliographique, je ne l'ai pas mis ici, vous avez les remerciements, etc. Évidemment, un glossaire éventuellement, une liste des abréviations, mais ça c'est annexe, je dirais, à la démarche scientifique. Et vous avez, point par point, réalisé toute votre démarche scientifique, sauf qu'il reste encore une petite partie après. Et en effet, il y a quand même une vie après la rédaction, puisque votre travail scientifique doit continuer à vivre. Et il faut, eh bien, publier, oui, et surtout communiquer et disséminer vos travaux. Si vous faites tout ça, toute votre démarche scientifique est magique et est exceptionnelle, mais que vous la gardez pour vous, ben, elle ne sert à rien du tout, sauf à vous valoir d'être fier de ce que vous avez fait. Donc il n'y a rien à faire si vous ne communiquez pas, vous ne disséminez pas vos résultats, cela ne sert à rien. Donc la dissémination, eh bien, c'est la publication ou la participation à des congrès. Généralement, c'est les deux, hein, on fait les deux. L'avantage des congrès sur la publication, c'est que dans les congrès, on communique en direct, oralement, la plupart du temps, ou sous forme de posters, avec d'autres scientifiques qui sont intéressés par votre problématique. Et ces congrès permettent d'avoir des données très fraîches. Donc souvent, on communique au congrès des données qu'on vient d'avoir. Donc, c'est assez frais. Par contre, les publications, ce sont les écrits qui vont rester très longtemps, qui servent de référence pour écrire votre état de l'art, mais qui prennent quand même du temps à être publiés. Parfois, ça peut aller vite lorsqu'on a un sujet chaud comme la pandémie de coronavirus. On a des publications qui vont très très vite, souvent, surtout ce qu'on appelle des préprints, donc des articles qui sont mis online, qui sont publiés online avant d'être reviewés par les pairs, avant que d'autres scientifiques aient pu évaluer et valider votre démarche. Donc ça va très vite, on a les données très très vite en ligne qui ne sont pas validées, mais néanmoins on peut quand même les utiliser et avoir nous-mêmes notre esprit critique vis-à-vis de ces données et se dire écoute là c'est complètement loufoque ce que tu écris,
moi je ne vais pas prendre ça en compte, ou bien se dire c'est vachement solide, avant que ce ne soit reviewé. Il n'y a pas de raison pour lesquelles les reviewers soient plus compétents que vous. Donc peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Mais néanmoins, évidemment, quand les reviewers sont passés dessus et donc votre étude a été évaluée et validée, elle sera publiée, donc elle sera rendue accessible à tous. Enfin, parfois, il faut payer pour la voir, mais néanmoins, elle est dans le domaine des publications avec un numéro de référence et un DOI qu'on appelle ça, c'est le numéro qui s'associe à toute publication scientifique. Et là, eh bien, elle est disséminée et tout qui veut travaille dans le domaine peut lire vos résultats et votre publication. Alors évidemment, lorsque vous partagez, vous prenez des risques. Prenez des risques. Si vous restez dans votre bureau et que vous gardez pour vous les différentes étapes de la démarche scientifique, eh bien, vous ne prenez aucun risque. Personne ne va vous contredire. Par contre, lorsque vous disséminez, que ce soit à des congrès ou lors de publications, vous allez confronter vos résultats au regard critique de toute la communauté scientifique internationale. Donc je dis bien toute la communauté scientifique internationale. Donc il ne s'agit pas seulement de 2-3 chercheurs de votre université ou de votre région, c'est disponible pour le monde entier. Et bon, généralement, uniquement les scientifiques du domaine, évidemment, on ne va pas passer son temps à lire des articles d'un domaine complètement séparé. Donc ça va être confronté et il y aura une discussion critique, mais une discussion critique qui est finalement la cerise sur le gâteau de la démarche scientifique, mais qui est absolument nécessaire pour faire avancer la science. Le fait que vous ayez suivi toute cette démarche scientifique de A à Z et que vous l'ayez vraiment très bien faite, ça ne veut pas encore dire que ce que vous avez publié est correct, ou en tout cas développe de nouvelles théories importantes. Ça peut être en opposition avec d'autres chercheurs pour X ou Y raison, même si vous avez très bien travaillé. Donc il va y avoir une discussion critique et finalement, bien, c'est au cours de ces discussions qui vont se multiplier, on va en avoir 2, 3, 4, 10, 100, 1000 autour d'un sujet et finalement on aura un consensus scientifique où en fait le plus grand nombre sera d'accord avec les conclusions, avec les discussions et avec ce qui ressort de l'étude ou de l'objectif, de l'hypothèse générale. Et donc il y aura une validation par la communauté scientifique de cette théorie qui ne sera plus alors ou très peu ensuite discutée. Elle pourrait être mise en question à certains moments, mais alors il faut la remettre en question sur base de nouvelles données et sur base de la démarche scientifique complète. Il ne s'agit pas de venir un matin et se dire moi j'aime pas cette théorie, franchement c'est n'importe quoi, moi je dis que ça ne va pas et à bas les chercheurs qui disent que ça va. Oui, c'est bien gentil, mais ça n'a aucun poids, absolument aucun poids. Par contre, si vous venez un matin à vous dire, moi je trouve quand même ça bizarre, il y a un truc là qui ne colle pas, je vais refaire l'expérience, mais je vais changer un paramètre, parce que ce paramètre-là, je ne suis pas certain qu'il a été bien choisi. Et vous refaites tout, depuis l'état de l'art, faites votre introduction, vos objectifs, vous récoltez votre jeu de données, et puis vous faites toute la démarche d'analyse et d'interprétation des résultats. Et alors, vous vous rendez compte, oui, en effet, moi j'avais raison, ce qui était précédemment accepté, moi je ne suis pas d'accord, grâce à ces résultats-là, sur base de ces résultats-là. Et vous les publiez, et là ça va faire une controverse, et donc on va remettre en perspective la théorie qui était précédemment acceptée, et il y aura de nouveau une discussion. Et puis peut-être que vous allez convaincre un maximum de scientifiques parce que d'autres vont retester alors la théorie, peut-être vont se joindre à vous, ou bien vous dire écoute, non, tu t'es trompé. Et au final, ça va faire avancer la science petit à petit. Il y aura un nouveau consensus scientifique et c'est ainsi que petit à petit la science avance. Donc vous vous rendez compte que ce processus est long. Il est complexe, très complexe et il est très long. Il n'est pas question de faire une étude scientifique en quelques semaines, en quelques mois et de changer les hypothèses, de vérifier les hypothèses et de faire une nouvelle théorie en quelques semaines ou quelques mois. Donc c'est un processus extrêmement long, si bien que d'abord il est long parce que les gens doivent se former. Donc je répète,
Il faut 5 années pour voir toutes les étapes ici que je viens de voir de la démarche scientifique et peut-être encore d'autres. Donc ça, c'est le rôle des études scientifiques, du bachelier et puis du master en sciences. Et puis alors après du doctorat, lorsque vous gérez vous-même votre propre recherche et que vous publiez vos résultats. Donc tout cela est long et c'est généralement pas compatible avec certaines questions urgentes dans la société ou lorsqu'il y a des crises majeures dans la société, la société pour prendre des décisions, elle attend des réponses très rapides et quasi instantanées. Et donc, en attendant ces réponses rapides et instantanées, eh bien, on met le scientifique sous pression et il va avoir un avis qui ne sera pas issu d'un consensus parce que toute cette démarche n'aura pas eu le temps de maturer. Et c'est ainsi, par exemple, que dans l'exemple qu'on vient de vivre ou qu'on vit toujours de la pandémie au coronavirus, eh bien, on se rend compte qu'il y a des experts, comme on les appelle ici, des scientifiques, qui ont des avis qui sont parfois très divergents. Eh bien oui, c'est parce que la crise du coronavirus est toute neuve. Maintenant, quand j'enregistre cette vidéo, elle a 1 an à peu près. Et bien, même s'il y a eu énormément d'études, on n'a jamais vu une production scientifique aussi rapide et aussi intense sur un sujet de toute l'histoire de l'humanité. Mais néanmoins, le temps de la confrontation, le temps de la discussion, de la maturation et finalement de l'acceptation ou non des théories, eh bien, ça prend du temps. Et ici, il y a certaines choses évidentes qu'on a acceptées, que la communauté scientifique a acceptées très rapidement, mais il y en a d'autres qui prennent plus de temps. Donc, il y a des avis divergents dans la communauté scientifique, c'est tout à fait normal, c'est sain et c'est nécessaire pour que la science avance. Et donc, il ne faut pas remettre en question la science parce qu'il y a des discussions et des avis contraires de scientifiques, il faut plutôt l'applaudir et l'encourager. Le problème, c'est évidemment que ça crée le trouble dans la population et donc il faut être très prudent. En tout cas, ça c'est mon avis, il faut être très prudent lorsqu'on communique, lorsqu'on est scientifique et qu'on communique dans le grand public via les médias. Il faut être très prudent sur ce qu'on dit, être très prudent avec ses affirmations, surtout lorsqu'il y a de possibles contradictions avec des collègues. Il faut toujours rester très très prudent avec ses conclusions. Parfois, on a été un peu trop vite ici dans la crise et des scientifiques, à mon sens en tout cas, ont crié un petit peu trop fort, trop vite et un petit peu trop utilisé les médias sans avoir aucune certitude de ce qu'ils avançaient. Voilà. Donc ici, j'espère que j'ai un petit peu éclairé votre lanterne sur toute la démarche à suivre. Donc pour les étudiants qui m'écoutent ici, eh bien en fait, vous devez arriver à faire tout cela. Lorsque vous devenez un scientifique, vous devez être spécialiste de chaque étape de la démarche scientifique. Vous devez être capable de lire la littérature, de comprendre ce qu'il y a dedans, de l'évaluer, de rédiger des objectifs, de choisir des méthodologies pour générer de nouvelles données, de nouvelles bases de données ou retraiter des bases de données existantes. Vous devez connaître les techniques, vous devez savoir comment traiter les résultats après avoir acquis ces données. Vous devez travailler au labo, vous devez travailler devant votre ordinateur, vous devez faire de la modélisation, vous devez faire des statistiques, vous devez ensuite rédiger. Pas en français mais en anglais, enfin les deux, vous pouvez rédiger aussi en français, mais c'est primordial de savoir rédiger en anglais, de savoir faire des graphes, des tableaux, d'interpréter les résultats, de faire ressortir ce qui est important, d'ouvrir des perspectives, de disséminer vos travaux et puis ensuite de participer à la confrontation et à la discussion scientifique. Et lorsque vous arrivez à faire tout ça, vous vous rendez compte, ce n'est pas, en tout cas, on n'arrive pas au dernier échelon après 5 ans, mais il faut faire un doctorat et c'est en fait avec les années d'expérience qu'on arrive réellement à pouvoir être vraiment impliqué dans une discussion ou une controverse scientifique et arriver finalement à faire avancer la science d'un pas de géant si possible. En tout cas, puisque la science cette démarche ici est la seule qui soit possible pour nous permettre d'avancer dans nos connaissances de manière certaine, en tout cas, vérifiable et vérifiée, et qui nous permettent d'améliorer au final la vie humaine, et que ce soit d'un niveau technique ou que ce soit d'un niveau du savoir. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bonne réflexion sur cette base.